Pour cette seconde deuxième table ronde, m'ont rejoint donc sur scène David Pasquier, Alexandre Pagot de l'IFPEN. Bonjour à tous les deux. Calvin Sier et Irène Chen de Prologium. Irène, vous êtes donc chef de projet, mais aussi vous avez accepté de jouer le rôle de traductrice aujourd'hui. Ayumi Rosé de AESC, Mathieu Hubert de ACC, et maintenant tout le monde connaît Sylvain Pénaud qui était déjà à nos côtés tout à l'heure de Vercors. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Et on va commencer, si vous voulez bien, avec l'IFPEN, David et Alexandre. Vous avez un peu pété, je crois, on peut commencer à le diffuser, avec une question toute simple. C'est quoi l'IFPEN? Bonjour à tous. Donc, slide suivant. Donc, l'IFPEN, on est un EPIC. Donc, c'est un centre de recherche à vocation appliquée avec des filiales. Donc, je vous laisse défiler l'ensemble des... non, pardon, juste avant, s'il vous plaît. Le slide précédent, s'il vous plaît. Voilà. On est un EPIC, initialement issu du monde des hydrocarbures. Depuis une vingtaine d'années, on travaille dans le domaine des batteries. Et comme vous pouvez le voir, ce qui représentait la majorité de notre recherche il y a une vingtaine d'années, les hydrocarbures, aujourd'hui ne représentent plus que 20%, avec une trajectoire qui est à zéro au plus tard en 2035. Donc quand on parle de recherche, ce n'est pas qu'un centre de R&D public, c'est aussi un groupe industriel. Donc vous avez ici représenté nos deux principales filiales, Axens et Eurecat, qui toutes les deux vont intervenir sur la chaîne de la valeur de la batterie. Axens pour les matériaux actifs de cathode et Eurecat pour le recyclage. Ils auront l'occasion de parler en fin de journée. En ce qui nous concerne, donc, il y a David et moi-même qui sommes tous les deux en charge de développement pour les matériaux actifs. David plutôt avec un passé de docteur en chimie et polymère, électrochimie, et moi-même qui suis plutôt issu du domaine de l'automobile. Voilà. Alors, il y a des sujets qu'on croit tous connaître, c'est-à-dire qu'une batterie, on sait à peu près ce que c'est, mais en fait, on ne sait pas bien ce que c'est. Donc, on vous donne le rôle difficile de nous expliquer c'est quoi une batterie, c'est quoi un module, enfin, etc., etc. À vous de jouer. Donc, on a essayé de brosser un tableau un peu, je dirais, caricatural, mais déjà... quels sont les enjeux de développement d'une batterie? Souvent, c'est représenté soit les matériaux, soit les batteries sur ces radars-là. Il y a d'un côté, en gros, ça répond à un besoin d'un client final au travers du coût, de l'autonomie, de la puissance. Donc ça, c'est pour le client et son usage. Indirectement, il y a des questions autour de la durée de vie. Et ça nous amène aussi aux contraintes qui sont réglementaires. La durée de vie, elle va être régulée au travers des normes, ici Euro 7. Et puis, il y a d'autres normes autour de la sécurité et de la durabilité. Puisqu'il ne faut pas l'oublier, on développe les véhicules électriques pour résoudre le problème des émissions de CO2. Donc, il faut que la solution soit pérenne et durable. Donc, il y a tout un pan de réglementation autour du recyclage, de la réincorporation des matériaux et autres. Voilà. Je vais laisser la parole à David qui va vous parler des batteries elles-mêmes. Oui, bonjour. Donc, je vais essayer de faire le lien entre le véhicule, qui est l'usage qu'on a des batteries, avec le matériau, puisque c'est le sujet dont on parle aussi. Donc aujourd'hui, dans la batterie, dans la voiture, vous avez un pack batterie. Vous pouvez passer les animations. Et voilà. Donc dans ce pack de batterie, si on regarde, il est composé de modules, eux-mêmes composés de cellules. Et c'est ces cellules qui sont produites par les gigafactories aujourd'hui. Et donc, on peut passer au transparent suivant. Donc il existe effectivement plusieurs formats de cellules, donc cylindriques, prismatiques, Potch. Donc tous ces formats, ils vont dépendre des choix des fabricants automobiles et bien sûr de leurs fournisseurs Gigafactory. Et donc c'est des choix de design, de sécurité pour construire les packs. Et dans ces packs, on voit qu'il y a un assemblage de plusieurs cellules. Donc on va regarder un peu plus près dans le transparent suivant comment est fabriquée une batterie, en quoi ça consiste. Donc vous savez, il faut stocker de l'énergie, donc transformer l'énergie électrique en une énergie chimique en déplaçant des ions lithium. Donc on a deux électrodes, la négative anode et la positive dite cathode, dans lequel on va retrouver tout un tas de matériaux et notamment le matériau actif, donc c'est ce qui est en bas à gauche. Ici, je vous ai représenté un grain de phosphate de fer lithier, le fameux LFP. On va retrouver au même endroit, à la place de celui-ci,
les oxydes mixtes nickel, manganèse, cobalt, donc la NMC. Donc c'est les deux chimies qui sont les plus en vogue actuellement. Et de l'autre côté, l'électronégatif, donc on en a parlé tout à l'heure, le graphite qui permet l'insertion des ions lithium entre les feuillets de ce matériau et parfois associé à du silicium. On peut passer sur la suivante. Donc les gigafactories, elles vont partir des raw materials, donc des matières premières, pour fabriquer les électrodes. Pour cela, on va mélanger des poudres. La matière première, la matière active, c'est une poudre. On va la mélanger avec d'autres constituants, un liant polymère pour coller tout ça, un percollant électronique, donc pour que les électrons circulent, et puis un solvant pour homogénéiser tout ça. Ces encres sont enduites sur les collecteurs de courant. Ensuite, ces encres sont séchées, le solvant est évaporé, et on va procéder à une table de calendrage qui consiste à écraser le matériau pour réduire la porosité, l'optimiser. Et ensuite, on va découper les électrodes au format voulu et assembler les batteries, c'est-à-dire les différentes électrodes entre elles, les négatives, les positives, avec les séparateurs. Voilà, donc ça, c'est une image un peu globale du procédé. Donc je pense que nos collègues des Gigafactory le connaissent beaucoup mieux que nous, mais c'est pour vous faire un peu une introduction de ces aspects-là. Merci, on vous retrouvera tout à l'heure pour les évolutions finalement de ce marché batterie. Calvin, Irène, je me tourne vers vous pour présenter donc la première des Gigafactory. C'est quoi, c'est qui Prologium? Je crois que vous avez de la même manière un PowerPoint. On va le mettre en place. Et puis je vous laisse répondre peut-être d'abord à cette question assez générique de l'entreprise, le groupe, voilà comment ça a été créé. Yeah. Bonjour à tous. My name is Kelvin Xie. I'm the VP of the Prologium, and I'm here very pleased to introduce our company and also our project status here. And I think Prologium is trying to building a gigafactory with the next generation battery and also accelerate the energy transition to the carbon zero emission within the area, within the region, together with all the gigafactory. Okay. Today Bonjour à tous, je m'appelle Calvin Xie, vice-président de la Gigafactory Europe chez Prologium. Et je suis plaisir de vous présenter Prologium et aussi les avancées de notre projet aujourd'hui. Et notre projet consiste à implanter une gigafactory de batteries de nouvelle génération à Dunkerque et pour contribuer aussi à la transition énergétique et la décarbonation. Yes, today I will have 5 topics to present the Prologium. Je vais couvrir 5 points. The next one. Slide suivante, oui. Yeah, actually, Prologium was established in 2006, and our vision is to power the sustainable world for the future generation. And our mission is try to create a next generation battery with the high performance and also the fundamentally safety and also the affordable technology to the energy transition. And our product will balance the PCR, we call it PCR. P stands for the performance, C stands for the cost, and R is for the resources, the circulation. I think it's very important for our mission. Et Prologium est fondé en 2006 et on s'est donné pour mission de créer un monde durable pour les générations futures. Et cela veut dire qu'avant tout, de développer des batteries très innovantes et performantes, abordables, et sans oublier d'être recyclables. La circularité des ressources, c'est la stratégie PCR qu'on appelle. Yes, I think Prologium is the innovation company, and right now we will be the mass production company. So actually, the innovation is the DNA of the Prologium. It's also our heart of the innovation. And actually, in the ecosystem, we also co-work with a lot of the partner together, strategic partner together. I think Mercedes-Benz is our shareholder and also our partner.
And we also co-work with the FEV to develop our product on the module level and the pack level to support the OEM car maker. And also Schneider Electric is our Gigafactory partner for the automation, for the energy optimization. Also for Arkema is for the material development. So it means that from all the ecosystem, we have the strategic partner to co-work with us to deliver a good product. L'innovation, c'est au cœur de la mission de Prologem. Et nous travaillons ensemble avec nos partenaires pour y réussir. Et chacun dans leur catégorie, Mercedes-Benz est notre actionnaire et il nous ouvre les portes du secteur automobile. Et Schneider Electric va nous aider à automatiser notre Gigafactory. Arkema nous apporte son savoir-faire aux matériaux avancés et FEV nous aide à conditionner nos idées et nos études afin de fabriquer de batteries finales. Yes, I think right now we know the market is challenged now for the EV car. But I think from Prologem's technology, we address all the need for different kind of the stakeholder of the ecosystem. For example, for the user, I think user always want to have the fast charging, high energy density, safety, and also the long driving range. And for the car maker or for the network charging operator, they hope to have the good solution, good battery solution. They want to have the reasonable price. They want to have the good business model to operate the network. And for government, I think they continue to move forward for the energy transition and move forward for the carbon nature. And also they also want to ask all the suppliers to more focus on the recyclable. So with our new technology, next generation lithium ceramic battery, I think from our high energy density for our fast charging and also our product structure for the recyclability, I think we can address all the need and try to create a health and a good ecosystem together and also try to promote the energy transition. Prologem veut avant toute chose écouter ses clients et des parties prenantes de ce écosystème de batterie pour bien répondre aux besoins et aux attentes des consommateurs. Par exemple, la recharge rapide et aussi la densité énergétique, un prix abordable pour les fabricants d'automobiles, des solutions proposées et aussi un prix raisonnable pour eux, mais aussi pour le gouvernement, pour faciliter la transition énergétique et créer un monde durable. Prologem a mission de créer et contribuer à un écosystème équilibré. Yeah, I think this is our new announced product in Paris Motor Show. So we have a high energy density, 750 watt-hour per liter and 321 watt-hour per kilo. And also we can do the fast charging. Within the 8.5 minutes, we can charge up to from the 5% to 80%. It means for the driving range is around 40 kilometer around. And I think overall, our product can, because of high energy density, so we can save around 300 kilogram per pack, and also save the 44% of the volume, and also deliver the 28% more of the driving efficiency. So I think this is the, our difference and our technology on the next generation battery. And the last one is very important that we can try to help to user to lower down the total cost of ownership. It means it's possible to create a second-hand used car EV market in the future. Et nous avons récemment présenté au Mondial de l'Auto à Paris notre dernière innovation. Et s'il ne fallait que citer trois
trois axes d'amélioration, je dirais. Le premier, d'efficacité énergétique. On peut atteindre 649 watts par litre et 321 watts par kilo. Et comme notre batterie est très compacte et légère, elle va faire gagner jusqu'à 300 kilos sur le poids du véhicule, qui est énorme. Et de la recharge ultra rapide, c'est le deuxième point. On va pouvoir recharger sa batterie à 80% en 9 minutes. Et c'est le temps d'un café. Et on s'ouvre ainsi immédiatement 400 km d'autonomie en moins de 10 minutes. La valeur de revente, nos batteries sont réparables et recyclables, et ce qui est évident d'augmenter la valeur du véhicule électrique d'occasion. Et c'est ce qui nous différencie avec les autres aussi. Yeah, so we'll move to our Gigafactory quickly, and actually we have the two factory in Taiwan. In 2017, we have the 40 megawatt hour per year, the pilot line in Taiwan, and we in January of this year, 2024, we already launched our first Gigafactory in Taiwan for the pre-mass production, and we are targeting to have the Gigafactory in Dunkirk in start production from 2027. And actually, we already set up all the equipment for EV car, equipment and the manufacturing process for EV car in our Gigafactory in Taiwan. So we are not start from beginning in Dunkirk. We will leverage all the technology here. Quand nous avons innové au niveau de produits, nous voulons produire des batteries en masse. Et nous avons actuellement 2 usines à Taïwan. Et avant de faire à Dunkerque, nous avons réalisé cette année, en janvier 2024, une première ligne de démonstration à l'échelle Giga. Et c'est un jalon très très important et très intéressant, car cette première usine va nous servir de modèle pour la Gigafactory de Dunkerque, et qui aura une plus grande capacité. Yeah, I think this is our outlook of the Dunkirk, because we are in the design, so this is our look. And a quick update that we announced our project in May last year, which the 5.2 billion investment, and the capacity will up to the 48 gigawatt, and we'll start the production in 2027. And our Dunkirk factory will ship the product to the Europe customer. And in June of this year, actually, we get approval from EU for the first instrumental of the funding to start off our project here. Prologem a choisi Dunkerque dès le mois de mai 2023 comme son premier investissement hors Taïwan. Et c'est un gros projet industriel complexe de 5,2 milliards d'euros. L'euro a approuvé une subvention de 1,5 milliard d'euros pour soutenir notre projet. Et c'est un outil productif stratégique car il répond aux besoins des constructeurs automobiles en Europe. Et l'usine développera une capacité totale de 48 gigawatts pour les années et d'ici 2031. On a l'objectif début de production en 2027. Merci. Yeah. Okay, I think from last year to now, actually, we already finished all the CNTP public consultation, and also finished our public inquiry on the October 3rd. So I think I have to thank for the CNTP and also local authorities' support to finish the long process here, and it was very successful. And also we submit our permit, building permit, environment permit, in the first week of May, and we got very good feedback from all the authorities, and we expect to get a permit in December. Sur le plan administratif, nous avons, Prologem et RTE, nous avons bénéficié d'un guichet unique de la part de l'administration française. Et ça veut dire que nos partenaires nous ont aidés avec beaucoup de savoir-faire, et à toutes les étapes, dès la concertation jusqu'à l'enquête publique qu'on
bien déterminés et nous avons beaucoup appris sur le territoire et nous avons eu un dialogue très constructif avec tous les habitants et bien sûr les décideurs publics. Yes, so I think this is our permit. I think here I want to thank all the authorities here, like the RTE, the inner GPMD, TRIO, DDT, and SDs, and the prefecture, prefecture, all the support for the region. And we will, yeah, as I mentioned, we expect to collect permit mid of December. Et vous voyez, comme vous le voyez, c'est notre dossier et c'est le moment de remercier tous les partenaires publics, les gens qui nous ont conseillés, qui nous ont accompagnés. Sans eux, nous n'aurions pas pu boucler une procédure aussi complexe en 12 mois, vraiment. Du coup, je remercie ici l'Adréal, le STIS, l'INERIS, l'ARS de Porte-Dunkerque, la CUT, la TTDM, l'inspection de travail et l'agence environnementale CALIES, ici présent. Et sans oublier notre commun d'ouvrage RTE et bien sûr le S3PI. In the last page, I will show you the actual progress that actually, this is our phase 1 land, and we, the GPND already helped us to finish all the backfill for phase 1 and also cover all the topsoil. And I think the land is ready, and when we get a permit, we will start to construction from early next year. Thank you. Merci, on vous retrouve tout à l'heure pour cette présentation. Sylvain, je me tourne vers vous pour Vercors, même exercice. C'est qui Vercors? C'est quoi? On en est où? Voilà, je vous passe la parole. Merci. Donc, Vercors, donc, c'est une société qui a été créée il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans. On était 6 à démarrer cette aventure en juillet 2001. Avec cet objectif de créer une nouvelle filière industrielle et de développer des batteries les plus bas carbone au monde et répondre aux besoins de ce marché. Le focus qui a été mis aussi très vite chez Vercors, c'est à la fois cette notion de recyclage qui a été intégrée dès le départ et cette notion de fabrication. Donc on est plus sur l'industrie 5.0, le manufacturing, l'excellence manufacturing, que sur une rupture de la chimie. Et on a des équipes digitales qui sont très très importantes pour développer l'ensemble de la chaîne de la gestion de la batterie. Et dans cette suite logicielle complète qu'on appelle le VIBE, le Vercors Intelligent Battery System, on intègre l'ensemble des datas des process, mais aussi, on a parlé tout à l'heure, de la traçabilité des matériaux, par exemple. Je crois que vous nous avez ramené un petit film. On a un petit film qui peut illustrer nos échanges. ce que l'IFP a présenté sous forme de différentes étapes. Là, on va voir des équipements en réel. Allez, on regarde le film. Peut-être un mot sur la spécificité, vous le disiez tout à l'heure, c'est de vraiment produire bas carbone.
C'est produit au bas carbone, donc ça a été une des raisons du choix du site de Dunkerque d'ailleurs, à la fois pour bénéficier de l'électricité décarbonée nucléaire française, par aussi l'usage de développement sur l'écosystème dunkerquois de la récupération de chaleur fatale et de l'usage de la chaleur pour une partie de la consommation et donc réduire encore l'empreinte. Et puis le recyclage contribue aussi à réduire cette empreinte carbone sur la fabrication globale des cellules et des modules. Comme on l'a expliqué dans la fabrication des batteries, on est nous sur les cellules et les modules qui sont ensuite envoyés, en l'occurrence pour le premier véhicule, à Douai pour le pack batterie, et ensuite à Dieppe pour le premier véhicule dont on peut parler, qui est l'Alpine A390, qui a été présenté en avant-première au Salon de l'Auto il y a quelques semaines. Alors on voit... je vous laisse déjà peut-être commenter. Oui, alors je pense qu'on en a déjà parlé. La présentation de l'ADEME explique pourquoi le véhicule électrique a un intérêt. C'est sur effectivement l'empreinte et les exigences en matière de CO2 et comme ça a été très très bien expliqué, c'est à la fois dans la fabrication qu'on tient compte du cycle de vie et de l'empreinte carbone et dans l'usage. Et quand vous roulez en électrique en France avec une échelle décarbonée, ça va dans le bon sens. Alors on a effectivement ces deux éléments. Alors ce qui a fait le succès de Verkor et ce qui en fait encore le succès, c'est les talents et c'est l'équipe qu'on a montée. Hein. C'est souvent ce que je dis, ce que je répète. Il y a 3 raisons de succès d'une start-up. On n'est plus vraiment une start-up. Mais la première raison, c'est l'équipe. La deuxième raison qu'il ne faut pas oublier, c'est l'équipe. Puis la troisième raison qui va vous permettre d'aller au bout, c'est l'équipe. Et donc ça a été le premier élément. Il y a 4 ans, on était 6, on a dépassé les 800 personnes aujourd'hui à Bourbourg, puisque le site est sur le terrain, la commune de Bourbourg. On va dépasser les 300 personnes cette année. Et j'ai vu que vous procédiez récemment à des embauches, à des rencontres avec des gens qui ont eu un certain succès. Il y a un certain succès. On a fait effectivement un job dating, comme on dit en bon français, récemment, avec le club de l'USDK ici à Dunkerque, qui a été assez impressionnant parce qu'on a fait 1200 interviews dans la journée, avec une belle mobilisation des équipes Verkor. Il y en a quelques-uns dans la salle, donc je les remercie en passant. Mais on avait au moins 35 ou 38 personnes de Verkor qui ont fait ces entretiens, et on a même fait 5 embauches dans la journée. Et on continue ces aspects d'intégration au sein de la Gigafactory. Alors j'allais réagir tout à l'heure en réalité sur ça, c'est-à-dire les vues aériennes pour l'instant d'architectes, mais en réalité quand on longe l'autoroute, on voit qu'on est quasiment arrivé à ça. Oui, alors voilà. Cette photo date déjà, puisque en fait sur la partie droite, la construction est terminée. Donc c'est un bâtiment qui effectivement est assez impressionnant, comme toute Gigafactory. Elle est toute en longueur. C'est l'intérêt de ce terrain qui est dans la continuité du process. C'est plus de 700 mètres de long, 180 mètres de large. Pour donner plus une valeur, c'est 18 fois Notre-Dame de Paris en termes de surface. Donc ça montre la dimension. Que vous construisez plus vite qu'il ne la réhabilite. Oui, c'est pas les mêmes équipes, effectivement. Voilà, et donc on a cette équipe. Alors ça, c'est une partie de l'équipe qui est effectivement très expérimentée. On a le slide date un peu, puisqu'on doit maintenant être à 47 nationalités différentes chez Verkor, puisqu'en fait on a fait de l'acquisition de connaissances des gens qui ont déjà fait des Gigafactories dans leur vie, et c'est pour ça qu'on a des Coréens, des Japonais, des Américains, des Malaisiens, des Indonésiens, et des Français et des Dunkerquois dans Verkor, et c'est ce qui fait qu'on a cette compétence multiple. Oui, je vous laisse présenter cette slide importante. Les partenaires, alors on a dès le départ de Verkor, on a souhaité être en partenariat, d'abord parce qu'on démarrait un peu nombreux. On s'est focalisé sur notre métier, la fabrication de cellules et de modules. Et donc, du coup, on s'est associé à la fois avec des partenaires stratégiques, industriels,
les noms que vous avez là sont des gens qui ont investi dans Vercors, c'est pas forcément des fournisseurs, on fait bien la distinction. Et puis les partenaires des collectivités qui nous ont accompagnés et les partenaires financiers qui nous ont permis de sécuriser depuis la création de Vercors 3 milliards pour à la fois la ligne pilote dont vous avez vu le film qui fonctionne depuis plus d'1 an et demi à Grenoble, et le financement du petit objet d'un Carquois. Alors justement, moi j'aimerais bien qu'on revienne 2 slides en arrière. Simplement, c'était pas prévu, mais ça me donne envie de savoir ce qu'il y aura tout au long de ces 700 mètres. Qu'est-ce que vous êtes en train d'implanter? Parce que je crois que c'est déjà... En fait, si on reprend le slide de l'IFP et qu'on le colle dessus, ça matche parfaitement. C'est-à-dire qu'on est... vous êtes validé, messieurs. La partie la plus haute, là, 35 mètres de haut, c'est cette partie où vous avez ce fameux thermomix qui fait le mélange pour faire cette encre. Donc on mélange les matériaux et les solvants. Et ensuite, dans le processus du bâtiment, on a cette partie très longue, cette électrode. On est là proche de la papeterie. On a des grands rouleaux. Alors c'est des rouleaux de cuivre ou d'aluminium, pas de papier. Et on dépose cette encre. Et comme on veut cuire cette encre, et comme on veut en fabriquer beaucoup, il faut passer ces rouleaux dans un four, mais à une très grande vitesse. Et donc pour que ça cuise à la fin, il faut que le four soit très long. Donc sur notre ligne R&D à Grenoble, le four, cette ligne de coating d'induction fait 7 mètres, la ligne pilote c'est 30 ou 35 mètres. Sur ce bâtiment-là, cet équipement ne tient pas sur le stade Marcel Tribut, pour ceux qui connaissent la région. Donc c'est toute cette partie coating. Puis après, on est dans toutes les phases qui ont été présentées. Le lamineur, le laminoir, le calendrage, toute la partie découpe. Et puis la fin du bâtiment, c'est sur l'étape de formation qui a été présentée, mais pas forcément expliquée. C'est-à-dire que c'est la dernière étape où on apprend aux cellules à devenir des batteries. On leur fait faire des cycles de charge-décharge. Et puis on intègre, donc ça c'est la fin, on intègre dans cette usine la fabrication des modules. Donc il y a plus l'assemblage des cellules dans les modules. Et c'est ça qu'on livre à nos clients, et en l'occurrence le groupe Renault comme premier partenaire. Un dernier mot sur le calendrier. Quand est-ce que c'est fini? Quand est-ce que ça produit? Alors le calendrier, on est sur un chantier qui est assez énorme. Là, on a déjà plusieurs bases de vie. On doit être rendu à plus de 1300 personnes sur le chantier. On est dans la fin de la phase de construction, dans l'intégration des équipements. Et le rendez-vous, c'est, je vous donne rendez-vous l'année prochaine, à la même heure, où on livrera les produits finis, commercialement disponibles, pour faire rouler les Alpines sur le territoire. Merci beaucoup. À Yui, je me tourne vers vous pour le même exercice. Alors, vous avez une vidéo, vous pouvez la lancer quand vous le souhaitez. Si vous voulez, on la lance tout de suite. Non, je peut-être... Allez, petite introduction d'abord. Donc, vous représentez AESC, et donc, même exercice. Vous êtes qui? C'est quoi AESC? Je vous en prie. Oui, très bien. Bonjour. Je m'appelle Ayumi Kurose, donc je suis directeur projet d'AESC France. Donc avant de passer à la vidéo, on va vous présenter un peu notre société. J'aimerais également remercier déjà Monsieur le Président Ego de S3 Pays, alors qui est aussi vice-président de Douaisis Aglo, qui nous accompagne depuis 3 ans. En fait, le projet lui-même a démarré au moment de nomination par Renault en juin 2021. Et moi, j'ai rejoint, alors j'étais le premier employé d'AESC France en août, et c'est à partir de ce moment-là où on a vraiment commencé donc, toute cette phase, la même phase que la concertation publique. Il y a eu vraiment toute une phase de co-conception avec il y avait un bureau, donc il y avait le bureau Caliès avec Boris, et puis il y avait tous les services de l'État qui étaient là avec nous. Je crois qu'il y a monsieur lieutenant-colonel de Martin aussi parmi nous. Qui interviendra cet après-midi. Et il y a eu toute une co-conception de l'usine par rapport aux réglementations à l'environnement. Et en tout cas, je vous remercie tous parce que si je suis là, c'est quand même beaucoup grâce à vous. Effectivement, au niveau des instructions, je crois que vous avez entendu parler, ça a duré 9 mois pour avoir l'autorisation et le permis. Et ça a été vraiment à une vitesse et vraiment, on a eu un encadrement très près donc des services de l'État et du sous-préfet
qui nous a permis d'aller vite. Donc peut-être avant d'aller plus loin, pour expliquer un peu là où nous sommes, je vous propose de regarder la vidéo qui présente notre entreprise. Parfait, avec plaisir. Merci, ça donne la dimension très grande de votre groupe, qu'on peut peut-être rappeler d'ailleurs, c'est qui sont les acteurs finalement d'AESC? Oui, donc alors très rapidement, donc déjà AESC c'est une société qui est basée au Japon, hein, donc qui a été créée en 2007. Et aujourd'hui, en fait, il y a plusieurs sites déjà présents, donc au Japon, en Chine, aux États-Unis et en Angleterre. Et aujourd'hui, il y a effectivement un certain nombre de projets, comme vous avez vu. Donc il y a la France, je pense que c'est la première qui va partir après l'Angleterre. Et puis il y a à peu près 13 projets dans le monde. En fait. Donc nous sommes en France, donc à peu près aujourd'hui 230 personnes. L'objectif est de monter jusqu'à environ 950. Et puis donc j'ai le plaisir en fait d'être accompagné aujourd'hui des trois collègues. En fait. En tout cas, aujourd'hui, au niveau de l'usine, nous avons terminé donc toute la structure. Aujourd'hui, nous sommes en train d'intégrer les lignes. Donc, nous avons 6 lignes au total. Et nous sommes en train de faire fonctionner la première ligne pour pouvoir livrer à partir du premier trimestre 2025. Donc, notre client est Renault. Alors, comme vous avez vu, c'est le R5, R4. Donc qui va être autour entre 150 000 et 200 000 véhicules par an. Hein. Donc aujourd'hui, cette usine qui est en train d'être faite juste à côté de l'usine de Renault, si tout va bien, si le marché répond, et sera là pour livrer entièrement pour ces véhicules-là. Ouais. Un mot peut-être sur les spécificités de vos produits, voilà, votre positionnement. Oui. Alors les spécificités, je pense que c'est à peu près la même chose. Donc nous sommes sur du NMC. Alors, vu que c'est R5, R4, c'est une voiture relativement petite, c'est important d'avoir une densité importante en termes de capacité de stockage. Donc aujourd'hui, c'est sur du NMC. Alors, comme vous avez vu, il y a plusieurs types de cellules, mais nous allons produire des cellules qu'on appelle pouch. C'est comme des piles plates, en fait, à la différence des piles cylindriques ou des cellules prismatiques ou cylindriques. En fait. Merci. Mathieu, je me tourne vers vous pour finir ce tour d'actualité des grands projets batterie de notre vallée de la batterie. Même question, c'est quoi ACC? C'est quoi les spécificités du process? Voilà, comme vos collègues. Bonjour à tout le monde. ACC, c'est une jeune entreprise qui a 4 ans. On vient de fêter notre 4e anniversaire en août de cette année. L'histoire a commencé dans la banlieue de Bordeaux, à Bruges exactement, pas le même Bruges qu'à côté d'ici. À l'époque, on était une poignée de collaborateurs dans des Algeco. Maintenant, on est plus de 1600 personnes. On fonctionne sur 2 jambes, c'est mieux pour marcher correctement. Une jambe qui est basée en Nouvelle-Aquitaine, qui est la jambe de l'innovation, de la recherche, du développement, avec 2 sites, un site de R&D, donc à Bordeaux, et une usine pilote à côté d'Angoulême, à Nersac exactement. Et puis la deuxième jambe, la jambe de la fabrication, pas
pas à Dunkerque, qui n'est pas la capitale de la batterie. Si on regarde géographiquement le cœur du territoire et l'endroit où est implanté ACC, on est plus près de Lens que de Dunkerque. Et donc on y a une gigafactory qui est opérante depuis maintenant plus d'1 an. Donc on est en pleine phase de montée en cadence, je pense qu'on y reviendra. Et dans cette gigafactory, on a à peu près la moitié de nos effectifs qui travaillent. Donc sur 1600, on n'est pas loin de 800 personnes. Je précise qu'on a une approche qui est peut-être un peu différente de celle des collègues par rapport à l'implantation industrielle. On est sur ce qu'on appelle une approche brownfield. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'installe à proximité de sites industriels qui existent. On rachète des terrains à des entreprises qui tournent déjà. Alors en l'occurrence, nous, à des entreprises qui sont spécialisées dans la fabrication d'organes mécaniques, de boîtes de vitesse ou de moteurs, et donc des entreprises qui ont vocation à se réinventer, parce que demain, compte tenu de l'électrification que l'on connaît tous, ces entreprises vont connaître de grandes difficultés et probablement disparaître. Donc l'idée pour nous, c'est d'implanter nos gigafactories à proximité de ces usines pour apporter une solution. Alors elle n'est pas complète, elle est partielle, mais apporter une solution de reconversion aux salariés qui travaillent dans ces sites actuels. C'est le cas de la Française de Mécanique pour nous, Billy Berclos d'Ouvrin. J'ai pas dit qu'on avait 3 beaux actionnaires, dont 2 qui sont nos clients. Donc les 3 actionnaires sont Total Energy via une filiale qui s'appelle Saft, qui est spécialisée dans les batteries depuis plus de 100 ans. Et puis les 2 autres, les 2 constructeurs, c'est Stellantis d'un côté et Mercedes de l'autre. D'accord. Vous nous avez également ramené une petite vidéo, on peut peut-être la regarder. Pas de jaloux, on a un beau film promotionnel nous aussi. Allez, on y va. Alors je retiens le parcours parsemé d'obstacles, on y reviendra dans quelques minutes, mais pour l'instant, justement, vous le disiez, la production est lancée depuis environ 1 an. Quel retour d'expérience finalement ça vous donne? Qu'est-ce que vous retenez de cette année? Est-ce que ça se passe bien finalement? Alors on a 2 options pour regarder la réalité, avec des lunettes très roses, en considérant que tout est formidable et je peux tout à fait tenir ce rôle-là devant vous, je vais le faire en partie, ou avec des lunettes un peu plus noires, ou en tout cas un peu plus grises, des lunettes plus lucides. La réalité, elle est quelque part entre ces deux
registre que je vous donne là. Si on regarde les choses de façon très optimiste, si on regarde le verre à moitié plein, on va plutôt le dire comme ça, on est au rendez-vous de nos promesses. Il y a un an, avant d'appuyer sur les premières machines, les premiers boutons des premières machines de la Giga, on avait dit dans un an, fin 2024, on serait les premiers à livrer des batteries commercialisables pour nos clients. Et on l'a fait, on est au rendez-vous de notre promesse. Aujourd'hui, vous pouvez aller chez un concessionnaire Opel ou un concessionnaire Peugeot et commander un modèle automobile qui sera équipé d'une batterie ACC. Ce qui donne une idée quand même du chemin qu'on a parcouru qui est juste incroyable. Ça, c'est le verre à moitié plein. Si on regarde maintenant le verre à moitié vide, on n'est pas complètement au rendez-vous de nos promesses en termes de volume. Soyons réalistes. Parce qu'on vit une courbe d'apprentissage très compliquée, que le process qu'on vous a décrit de façon très bien, très théorique, il est difficile à faire vivre d'un point de vue pratique. On combine, vous l'avez compris en écoutant nos amis à ma droite, on combine de la chimie, on combine de la mécanique, on combine du traitement électrique. Et ça, c'est une prouesse industrielle que aujourd'hui, il faut rester modeste, les Européens, les Français ne maîtrisent pas complètement. Donc on apprend, quand on croise les témoignages d'acteurs un peu matures du secteur, notamment les Chinois, et qu'on leur explique nos difficultés, ils nous tapent sur l'épaule en nous disant bienvenue au club. Finalement, vous êtes en train de vivre ce qu'on vit tous, sauf que nous, on a commencé il y a 15 ans, et ces courbes d'apprentissage, on a été capable de les comprimer beaucoup plus et d'aller probablement un peu plus vite que nous. Donc on est dans cette phase du principe de réalité, on se bat tous les jours, on est sur une très bonne dynamique, mais c'est difficile, mais il y a donc cette courbe d'apprentissage à maîtriser. Merci beaucoup. Alors, on a pris un petit peu de retard, on va pas réussir à l'attraper, mais on va essayer de l'amoindrir et de laisser quand même la parole à la salle. Simplement avant, peut-être un deuxième tour de table, dans l'ordre que vous souhaitez, sur les conditions de réussite, finalement, vous en avez un peu parlé, il y a l'apprentissage, mais est-ce qu'il y a d'autres conditions de réussite? On voit le marché qui bouge un petit peu, est-ce que la réglementation est une condition de réussite? Voilà. Qu'est-ce que vous positionnez comme solution pour que tout ça puisse perdurer et voire même s'accomplir? Maintenant que j'ai le micro, je ne le lâche plus, donc je continue. Alors, des conditions de réussite, il y en a beaucoup. Déjà, encore une fois, montrer opérationnellement qu'on est capable de faire ce qu'on a dit qu'on ferait. Ça, c'est la base de la crédibilité pour nos clients. On doit leur donner de bonnes raisons d'acheter des produits ACC ou Verkor ou d'autres acteurs français et européens. Et les bonnes raisons, pour l'instant, il n'y en a pas tant que ça. En réalité, à part un calcul géopolitique de Mercedes ou de Stellantis pour ce qui nous concerne, qui consiste à dire on ne va pas mettre tous nos œufs d'approvisionnement de batteries dans le même panier asiatique et donc on va regarder ce que font nos amis d'ACC et d'autres. À part cette raison-là, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup d'autres. D'un strict point de vue économique, on n'est pas encore complètement là où on voudrait être. D'un point de vue technologique, c'est difficile, je viens de l'expliquer. D'un point de vue industriel, on relève des défis tous les jours. Donc les conditions de réussite, c'est de faire maintenant tout de suite ce pourquoi on s'est lancé dans l'aventure. Je parle pour ACC. Donc fabriquer en qualité, en quantité, le nombre de cellules et de modules qui ont été promis aux clients pour qu'ensuite on ait la confiance de ses clients et qu'on puisse se développer. C'est la condition numéro 1. Après, il faudra qu'on soit aidé quand même si on a de très beaux actionnaires, on traverse une phase très compliquée que cette montée en cadence. Les coûts sont fixes. Pour faire tourner une gigafactory, il faut dépenser de l'énergie, il faut payer de la main-d'œuvre, il faut acheter des matières premières. Tout ça, ça coûte une somme d'argent énorme. Et si en face de ça, vous n'avez pas les volumes conséquents ou suffisants, vous avez forcément un petit problème d'équation économique à traiter. Et nos actionnaires, fussent-ils très confortables, ne traversent pas la meilleure période de leur vie non plus. Donc ils ont besoin que ACC, pour prêcher pour ma paroisse, soit aidé, soit supporté. Si on veut vraiment avoir une industrie de la batterie en Europe, en France, qui soit compétitive, il ne faudra pas que se reposer sur des acteurs privés. Voilà. Sylvain, je vous ai vu prendre le micro. Oui, non, mais je souscris complètement ce que dit Mathieu. Alors, nous, on a ce rendez-vous qui est nous pour l'année prochaine, donc on doit être à ce rendez-vous industriel, et c'est complexe. On l'a vu, c'est une industrie multiple, avec des multi-compétences, qui est compliquée à maîtriser. Et puis je crois que dans les conditions de réussite, il y a ces notions de persévérance. C'est-à-dire que je citerai un ancien ministre de l'Industrie qui expliquait que c'est pas au moment où l'avion décolle qu'il faut couper les moteurs. Donc je pense que c'est ce qu'il faut, et il nous faut une vision
et que ces visions soient continues et supportées par l'ensemble des acteurs et des parties prenantes. Peut-être Oui, un mot. Oui. Alors, on parle beaucoup de ralentissement de ça, mais finalement, du point de vue du marché, je ne pense pas que l'électrique a vraiment décollé. Donc, par contre, effectivement, par rapport à la prévision, je pense qu'elle est plus basse. Donc, ça va peut-être décoller peut-être dans quelques années, peut-être 3, 4, 5 ans. Donc, je pense que c'est le moment, justement, de se former aujourd'hui. C'est-à-dire que heureusement que ça ne décolle pas pour que tous les acteurs puissent se préparer progressivement. Et je pense que ça, c'est un point une vision important. optimiste. Oui, oui. Non, honnêtement, je pense que c'est comme ça s'est fait. Pourquoi les Asiatiques ont réussi? Parce qu'ils ont eu le temps et que l'Europe, de toute manière, elle va décoller puisqu'il y a toutes les réglementations déjà qui font que ça va décoller. Et du coup, ce qui est important, c'est effectivement ne pas ralentir les investissements. Et ça, je dis ça non seulement pour nos acteurs, c'est pas uniquement des acteurs de matériaux, mais c'est tout l'écosystème. Par exemple, pour pouvoir laver nos combinaisons, il faut vraiment des spécialistes de nettoyage des combinaisons, par exemple, ou des nettoyages, par exemple la contamination. Alors, comme vous disiez, hein, c'est des industries de haute précision. On manipule des objets à quelques microns, à la vitesse automobile et à la qualité automobile. Et comme vous pouvez imaginer, la contamination, c'est le premier ennemi. Ben, pour nettoyer notamment nos salles et nos combinaisons, il faut vraiment des spécialistes pour ça. Et par exemple, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'acteurs. On cherche, mais c'est difficile. Ben, tous ces écosystèmes doivent se développer maintenant, dans les années à venir, pour qu'au moment où on va décoller, que tous ces acteurs soient prêts. Sinon, on est obligé d'aller chercher ailleurs. Donc, ça, je pense que c'est un point de succès. C'est qu'il ne faut pas se... Et moi, je vois effectivement des confrères asiatiques, ils se disent que c'est maintenant qu'il faut investir en Europe. Donc, pour les acteurs européens et français, il faut être vigilant, parce que sinon, effectivement, ils vont venir prendre la place des acteurs locaux qui n'auront pas suffisamment investi aujourd'hui. Merci. Je vais passer la parole pour la même question dans 2 secondes à Calvin. Simplement à la technique, si on peut reprendre le PowerPoint de David et Alexandre sur les dernières slides. Et justement, on va faire un petit état des lieux du marché. Avant, Calvin, peut-être, même question, les conditions de réussite. Yeah, okay. Thanks for the question. I think it's very important that we have the successful the condition with the first of all is our innovation about the technology. The secondly is about our process, because we are the recent ceramic, so our process is a little different from the existing one. So for the process development is also very important. And the last one is about experience, and because we also have the international experienced people come here and try to set up the factory in Taiwan, also leverage the experience in Dunker. And I think it's very important that we will also co-work with all the ecosystem together also for all the Gigafactory to demonstrate all the successful story in the region. Thank you. Ce qui nous rend les conditions de réussite, d'abord c'est important pour innover la technologie, et ce qu'on a mentionné dans la diapo, pour améliorer des générations, nouvelles générations avec des solutions améliorées. Et le deuxième point, c'est pour le process. Qu'on a présenté, notre batterie, c'est lithium céramique, qui nous différencie que nos collègues. Et pour développer de process de fabrication, c'est aussi un point important. Et enfin, mais pas le dernier et enfin, c'est l'expérience. On a une équipe internationale. Et enfin, du coup, c'est des retours d'expérience de notre équipe, de différents spécialistes, qui fait un succès. Et aussi pour collaborer avec l'écosystème des différents gigafactories ici tout présentes, pour échanger nos expériences. Et tout ça, c'est pourquoi c'est les conditions de réussite. Merci.
Merci. Mathieu, vous souhaitiez ajouter un petit mot? Un petit mot sur les conditions. Forcément, proposer des batteries pas chères sur le marché, c'est une condition absolument majeure. C'est le levier numéro 1 aujourd'hui d'achat d'un véhicule électrique. On a eu une première vague d'acheteurs qui est passée. Alors des gens qui étaient plutôt très, comment dire, écolo-friendly, on peut le dire comme ça, et puis surtout qui ont profité des premières primes à l'achat, qui aujourd'hui quand même se sont beaucoup amenuisées, voire ont disparu. Donc aujourd'hui, pour qu'on y arrive, il faut aussi qu'on amène des solutions compétitives, pas seulement technologiquement parlant, mais aussi économiquement parlant. Sans ça, le développement de l'électrique, je pense qu'on le rêvera tous, mais on ne le vivra pas, ou en tout cas pas avec des batteries françaises ou européennes. Merci. C'est l'occasion de faire ce point, d'ailleurs, justement, sur l'état de lieu des chimies. Je vous en prie. Oui, donc sur la partie état des lieux, donc on avait souhaité faire déjà un petit topo sur la partie chimie. On parle surtout de la positive avec NMC, LFP. C'est ce que vous voyez là dans l'écran radar que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc les avantages et inconvénients, on les connaît. Ce qu'on voulait surtout dire là, c'est qu'il y a déjà des chimies qui sont en train de disparaître, type la NCA. La NMC est connue pour ses avantages sur l'autonomie. Ça, c'est la représentation telle qu'elle est pour les matériaux actifs de cathode. Si on regardait à l'échelle de la batterie, ce radar-là serait déformé, à la fois pour la durabilité avec le recyclage, à la fois pour l'autonomie, le coût, suivant l'intégration. Donc il faut quand même être assez vigilant. Donc il y aura une évolution, même sur les NMC. Aujourd'hui, donc on est passé d'un ratio équivalent sur les trois métaux, nickel, manganèse, cobalt, à un enrichissement en nickel. Et de la même façon, même sur les LFP, dans les années à venir, on s'attend à l'incorporation de manganèse sur cette technologie-là. Sur le slide d'après, donc on n'a pas de boule de cristal, on a repris les chiffres d'autres. Les difficultés de ce début d'année montrent à quel point il est difficile de se projeter. On a repris ici à gauche les parts de marché au niveau mondial, donc c'est issu de l'AIE, donc c'est les parts de marché entre la Chine et l'Europe. Vous voyez que l'émergence de la LFP, c'est entre guillemets quelque chose qui n'est pas nouveau en Chine. En Europe, on reste sur de la NMC, quelle que soit la teneur en nickel. Le message qu'on voulait passer là, c'est plutôt au travers du graphe de droite qui est tiré de Nature Energy, qui est que même si les parts de marché de la NMC vont s'éroder sans doute au profit de la LFP, en termes de volume, on est sur quand même une augmentation, une industrie qui est en création, donc même si les parts de marché évoluent, au global, les volumes vont augmenter et donc la NMC continuera à tirer son épingle du jeu. Alors les projections qu'on trouve aujourd'hui, elles datent tous d'à peu près d'il y a un an, donc tiennent pas compte de ce qui se passe depuis le printemps, mais on est quasiment tout le monde à peu près sur ces tendances-là. Merci beaucoup. Alors, je voulais vous réinterroger justement sur LFP NMC, mais on a abordé la question dans la table ronde suivante, donc j'y reviens pas. Simplement, peut-être, est-ce que quelqu'un a envie de réagir justement sur le marché? On l'a un peu dit. Est-ce qu'on y fait très attention? Est-ce qu'on se dit que ça fait partie des soubresauts? Voilà, je sais pas. Est-ce que quelqu'un a envie de répondre à cette question? C'est pas évident, Mathieu? Allez. On a dit beaucoup de choses effectivement sur NMC et LFP. Ce qui est sûr, c'est qu'avant de se lancer dans des investissements plus que coûteux, il faut bien réfléchir à ce qu'on veut faire et s'assurer que ce qu'on va faire répond à la demande du client. Nous, typiquement, on avait toutes les autorisations, tous les financements pour lancer un premier bloc d'une première gigafactory en Allemagne et un double bloc en Italie. L'unité de valeur d'un bloc, c'est 1 milliard d'euros d'investissement, pour vous donner une petite idée. Donc à cette altitude-là, forcément, il n'y a plus que quelques acteurs. On a décidé de suspendre la construction de ces premiers blocs dans ces deux pays-là. Pourquoi? Parce que nos clients nous ont dit « Attendez, c'est formidable, mais nous, le NMC, on peut facilement vous remplir une gigafactory dans les Hauts-de-France. Commencer à aller remplir la même chose en Allemagne, en Italie, c'est un peu moins sûr. » Autant vous dire que quand votre client vous dit ça, vous tremblez un peu avant de faire le chèque pour lancer les travaux. Donc c'est ce qu'on a fait, et aujourd'hui on est en train de regarder si on est capable de masteriser une autre technologie moins chère, le LFP,
et donc de mieux coller aux demandes de nos clients, et donc potentiellement ensuite de définir industriellement la feuille de route qu'on mettra en face de ces changements commerciaux et technologiques. Merci. Alors, à moins que quelqu'un... Oui, je vous en prie. Je vais juste me permettre un complément, si vous m'autorisez. Ce qui nous paraît important, nous, avec notre regard de centre de R&D, c'est aussi que la réglementation sur le recyclage, elle soit homogène entre les chimies, pour pas créer de distorsion. On a l'impression qu'une partie de l'évolution NMC LFP est aussi liée à des failles dans la partie réglementation de la LFP, enfin des failles ou une inhomogénéité, et il faut quand même que les pouvoirs publics en aient conscience pour donner des perspectives sereines à l'industrie. C'est noté, et c'est important. Je me tourne vers vous si vous avez des questions, même système que tout à l'heure. Vous levez la main, je vous passe la parole. J'ai une question ici en entrée, allez, rang 8, on va dire, et une deuxième question là-bas, rang 25. Peut-être que le rang 25 peut commencer. Allez, on y va. Donc, Naïm Adoui, président et fondateur de Société Viloop, on fait des déclarations environnementales des produits, y compris les batteries. La question que je me pose, c'est par rapport à la réglementation batterie. Quels sont donc les points positifs, négatifs pour chacun, en fait, dans la réglementation batterie et comment ça améliore la compétitivité? Merci. Merci. Vous avez eu le micro? Oui, oui. Vous l'avez? Non, vous ne l'avez pas eu. Qui a eu? Ah oui, pardon, je le voyais circuler. Je vous en prie. Oui, bonjour. François Mabilon, Société Technique France. On est spécialisé dans la chimie liquide de haute pureté. On a vu il y a quelques années des gigafactories dans le solaire ouvrir notamment en Espagne et qui ont malheureusement échoué. J'aurais aimé savoir pourquoi aujourd'hui et comment nous allons réussir là où d'autres ont échoué. D'accord. Et est-ce qu'il y a une troisième question ou alors est-ce que c'est une question chat? Allez. Oui, alors on a plusieurs questions en ligne. J'en avais une pour Prologium. La personne souhaitait savoir quel était leur client. Allez, on y va. On peut commencer peut-être par celle-là. Qui sont les clients? Qui est le client de Prologium? Yeah, thanks for the question. Yeah, actually we are, as you know, we have the Tauge factory now to produce a lot of the sample to our customer. Actually, in past year, in 2024, we already, in Taiwan, we already delivered over 8,000 pieces of the sample to different brand customer. Yeah, because as in some agreement with customer, we cannot disclose too much. But I think you can imagine that the brand customer in Europe and in the US, let all the customers that we are engaged now. Yeah, thank you. Thank you. Thank you. Merci pour la question. Comme vous le savez, on a une usine à Taïwan qui s'appelle Tauge, qui a, dans les années passées, qui a envoyé 8000 échantillons à nos clients. Pour des raisons de confidentialité, malheureusement, on ne peut pas évoquer qui sont nos clients, mais comme vous voyez avec ce nombre, ce chiffre d'échantillons, on a des clients potentiels en Europe, en Asie, dans le monde entier. Merci. Merci. La question de la réglementation, est-ce que quelqu'un souhaite s'y coller? Finalement, qu'est-ce qui est positif, négatif dans la réglementation à aujourd'hui? Je dis un mot et tu complètes. Bon, déjà, réglementation, c'est large. Il y a beaucoup de sujets de réglementation autour des batteries, drivés par une directive européenne qu'on est en train d'appliquer avec des actes délégués, donc qui s'appliquent dans tous les pays européens. Et alors, ça couvre des champs aussi divers et complémentaires que la traçabilité, que l'empreinte CO2 de la fabrication de la batterie, le recyclage. Donc là, il faudrait 4 heures pour répondre à une question aussi large. Mais sachez que le législateur au niveau européen et du coup chaque pays membre traduit des directives, une directive dans toutes ces directions-là. Sylvain, un complément? Pas grand-chose à rajouter. Peut-être ce qu'on avait dit sur le recyclage, effectivement, est-ce que ça pourrait être un atout si le recyclage était mieux réglementé pour tous les types de chimie? Ce qui a été évoqué. Alors c'est sûr qu'il y a entre le NMC et le LFP, la valeur du recyclage n'est pas tout à fait le même. Donc
Je crois que c'est Luc Pest tout à l'heure qui expliquait qu'effectivement dans le principe de dire la solution LFP est moins chère, il faut peut-être aller un peu plus dans le détail pour effectivement vérifier cet état-là, si on tient en compte la capacité de recyclage, qui est sans doute moins valorisable sur le LFP que sur le NMC. Alors, il y avait une question sur comment on va réussir là où l'Espagne a échoué alors qu'ils n'arrêtent pas de nous battre au foot. Oui, est-ce ça qu'on va peut y changer. arriver Ça va changer. Et puis on va parler de rugby, ça sera mieux comme ça. Mais alors, juste un point, c'est que moi je suis un peu gêné sur l'abus de langage de Gigafactory. Dès qu'on fait une usine quelque part, c'est une Gigafactory. Faut redonner à Elon Musk ce qui appartient à Elon Musk, c'est que la notion de Gigafactory, c'est quand même une notion de gigantesque, mais aussi de gigawattheure. Donc voilà, c'est une petite parenthèse. Je crois que les conditions de réussite sur des gigafactories, sur des usines, c'est pas très compliqué. Il faut un client, des équipes et puis l'investissement. Et c'est ça qui fait que vous allez au bout. Si vous développez effectivement une gigafactory sans forcément connaître votre client au départ, c'est forcément plus risqué. Mathieu, un complément ? Honnêtement, je ne sais pas si on va gagner. J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que, encore une fois, je vais parler que d'ACC. On passe, nous, du mode ACC laboratoire, c'est-à-dire on met en place un projet, et là, on ne regarde pas trop sur les moyens, sur les ressources, sur les investissements. Et ça, c'est l'ACC d'avant, j'ai envie de dire, et c'est encore l'état de certains autres projets que le nôtre. On passe d'ACC laboratoire à ACC compétition. Et là, c'est différent, on n'est plus en projet, on est en marché. Et là, effectivement, on a en face de nous des géants qui ont 15 ans d'expérience, qui sont supportés par des États qui ont des poches très profondes. Et alors là, la question, c'est comment nous, avec nos cerveaux d'Européens, avec notre ingéniosité, notre agilité, notre savoir-faire, on les concurrence. Et c'est pas gagné, on verra. Mais en tout cas, il faut se mettre en mode compétition et plus en mode projet. Donc pas dépenser sans regarder, réfléchir aux structures de coûts, avoir des organisations qui soient hyper adaptées, des choses qu'en phase projet, on n'a pas forcément, parce que dans les PowerPoint, on peut raconter plein de choses, mais dans la vraie vie, c'est pas pareil. Donc on va tout faire pour se battre pour y arriver, mais c'est pas gagné, effectivement. Merci. Alors, je crois qu'il y avait encore 2-3 questions sur le chat, et après, promis, on va manger. Exactement. Alors, il y a une question de la SAT Nord pour l'ensemble des participants de la table ronde sur la partie recherche et innovation. Quels sont les défis en fait que vous voyez venir d'ici les prochaines années, et comment vous travaillez avec les acteurs locaux de la recherche, et quels sont les manques que vous pouvez là aujourd'hui identifier sur les territoires? Merci. Alors, qui souhaite s'y coller? Nous, nos activités de R&D sont sur Grenoble. Donc, en fait, on travaille beaucoup sur à la fois le développement de produits, donc, et puis sur la partie qui est quand même essentielle pour nous, qui est l'industrialisation et l'industrie 5.0, c'est-à-dire le digital, l'excellence manufacturing. C'est ça qui va faire que si on réussit avec des rendements qui font que cette usine sera rentable. Donc il y a beaucoup d'accent sur ces aspects-là, et sur le développement de produits, sur des aspects de recherche. Soyons déjà nous au rendez-vous industriel, on parlera de recherche après. Est-ce qu'il y a un complément? Ayumi? Peut-être... En fait, je pense qu'il ne faut pas oublier que l'industrie de batterie est une industrie de pointe. Donc c'est un état d'esprit en fait, c'est une culture, et je pense que ce qui est important, c'est vraiment, je pense, de jeunesse en fait, pratiquement l'école primaire ou collège. C'est peut-être déjà trop tard collège. C'est vraiment pouvoir inculquer à chaque niveau, c'est qu'on est dans cette industrie-là, et que finalement l'Euro de France, et puis de manière générale la France, on est rentré massivement dans l'industrie de pointe. Donc il faut des ressources, il faut cet état d'esprit. Typiquement, alors je reviens sur l'aspect contamination, parce qu'on utilise souvent dans l'industrie la notion de 5S par exemple. Alors ça commence par C, lycéton. Ça c'est quelque chose qu'à l'école maternelle au Japon, ils connaissent en fait ce mot. Et que tous les jours, à la fin de cours, ils rangent en fait toute la classe, ils nettoient avant de sortir.
Donc, et c'est ce qu'ils font finalement dans l'industrie, et qu'au final, ils arrivent à l'industrie de pointe de manière très simple, en fait. Donc, je pense qu'il y a effectivement la recherche, mais c'est important. Mais effectivement, je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir établir cette culture rapidement, et que effectivement, dans une dizaine d'années, qu'on ait des personnes avec toutes ces cultures-là qui pourront aborder cette industrie-là. Un dernier mot dans la question, il y avait la notion de collaboration. Vous êtes tous les quatre basés ici dans les Hauts-de-France. Est-ce que finalement vous avez trouvé ces collaborations, cet accueil? Est-ce que la formation se met en place? Enfin voilà, est-ce que l'écosystème général Hauts-de-France vous convient et s'adapte à vos besoins? Alors, nous, on a fait ce choix de s'installer à Dunkerque pour plein de raisons, et des raisons techniques et de planning, parce que beaucoup de choses avaient été préparées pour pouvoir tenir un planning très très serré. Mais on a aussi contribué à fédérer un certain nombre d'acteurs, et notamment à créer, et on participe ensemble à des projets, notamment comme je pense au projet Electromob, par exemple, qui est un projet Hauts-de-France, sur la formation et sur l'anticipation, parce que comme le dit mon collègue, c'est une nouvelle filière industrielle, et il faut former en fait ces nouveaux métiers, de l'opérateur à l'ingénieur, dans ces différents domaines.